Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure, aujourd'hui en collaboration avec le laboratoire L'Écuyer. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette Bienvenue et invitation. merci d'avoir accepté l'invitation et merci aujourd'hui d'être présente donc, pour parler d'un sujet très important. Et vu l'engouement pour ce webinaire, ça nous montre aussi que c'est un sujet qui est intéressant à aborder, à creuser dans nos pratiques. Donc on va parler d'hyperperméabilité intestinale. Le titre laisse un peu planer ce suspense, l'ennemi masqué aux 1000 visages. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas encore suivi de webinaire avec l'Écuyer, parce que c'est vrai que c'est pas le premier, vous le savez, vous avez accès toujours au replay sur la plateforme Simplicure, donc n'hésitez pas à y revenir. Mais nous sommes aujourd'hui avec Nathalie, qui est docteur en pharmacie et responsable de formation chez les laboratoires L'Écuyer. Donc, Nathalie va nous présenter ce sujet aujourd'hui. Avant de te laisser la parole, petite information. Vous avez 2 canaux pour échanger. Donc, durant toute la présentation, n'hésitez pas à parler dans le canal discussion et précisément poser vos questions dans l'onglet Q&A pour que nous puissions facilement y revenir à la fin et on prendra évidemment le temps de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention, profitez bien et Nathalie, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir animer cette session de webinaire juste avant l'été. Donc, on va travailler un tout petit peu, effectivement, et parler de l'hyperperméabilité. Alors, un ennemi masqué aux 1000 visages, parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours évident d'identifier une hyperperméabilité intestinale. Donc, on va revoir certains sujets. Et quand on parle d'hyperperméabilité intestinale, il est important de remettre dans un contexte intestinal. Et pour dire qu'effectivement, l'intestin, c'est quelque chose de très important qui va associer à la fois le microbiote, 100 000 milliards de micro-organismes, on va le voir, des bactéries, des bonnes, des mauvaises, des levures, des bonnes, des mauvaises, des virus, et aussi un épithélium, une structure, donc une muqueuse intestinale qui, lorsqu'on va parler d'hyperperméabilité, va être altérée. Et l'intestin, c'est aussi donc le site du système immunitaire avec 70 à 80% des cellules de l'immunité. Et on verra que lorsqu'on parlera d'hyperperméabilité, il y aura un impact direct avec la réaction donc immunitaire. Donc voilà pour l'intestin. Et n'oublions pas l'axe intestin-cerveau. On parle effectivement d'un système nerveux entérique qui représente, qu'on appelle le deuxième cerveau. Alors certains chercheurs commence même à parler du premier cerveau. Et on sait qu'au niveau de l'intestin, outre la synthèse de certains neurotransmetteurs, eh bien, on a de nombreux neurones. Donc voilà, un petit peu pour repositionner les choses sur les différents acteurs qui vont intervenir dans cette hyperperméabilité intestinale. Alors, le premier, vous connaissez bien le microbiote, on a dit 100 000 milliards de micro-organismes, un microbiote qui va évoluer tout au cours de la vie d'un individu, selon son mode de vie, suivant son alimentation, suivant son hygiène de vie, suivant les médicaments qu'il aurait pu prendre ou certains facteurs extérieurs. En tout cas, ces 100 000 milliards de micro-organismes, c'est 10 fois plus de cellules que l'ensemble des cellules de l'organisme, avec une identification de certaines familles de flore intestinale, mais il y reste encore un nombre de travaux importants pour découvrir l'intégralité de ce microbiote. Donc c'est vraiment aujourd'hui aussi une grande source de recherche. Il y a vraiment de nombreuses publications, on va dire pratiquement tous les jours, alors qu'il y a une trentaine d'années, si on avait une publication par semaine, c'était vraiment déjà beaucoup. Donc voilà, pour le microbiote. Et ce microbiote, vous savez qu'en fait, il peut être altéré. On va parler donc de dysbiose, comme je disais, en fonction de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de la prise de certains médicaments. On va parler notamment des antibiotiques, mais également des IPP, des antifongiques, et fonction, bien entendu, de la génétique. Donc, les causes de cette dysbiose sont nombreuses et cette dysbiose va avoir un impact, bien sûr, sur l'équilibre, sur l'état de santé.
un impact sur tout ce qui va être bien sûr intestinal, sur les troubles intestinaux, sur la fonction intestinale, mais en fait pas que. On verra que ce microbiote peut avoir un rôle majeur, l'axe intestin-cerveau, sur l'équilibre cérébral, sur l'équilibre nerveux, sur l'équilibre métabolique, etc. Donc, la flore intestinale va être au cœur de l'ensemble de problématiques et pas uniquement sur le système digestif. C'est vraiment cela qu'il faut avoir donc à l'esprit. Alors, effectivement, il faut assurer un équilibre du microbiote parce qu'il est toujours en équilibre. Il faut le faire coter du bon côté, le faire pencher du bon côté de la balance et pas aller vers le côté obscur donc de cet équilibre. C'est schématisé ici par la petite boule rouge. Il faut effectivement, il y a toujours comment dire une altération qui peut se faire, mais il faut vraiment la rééquilibrer le plus rapidement possible pour assurer cet équilibre au niveau du microbiote. Voilà, parce que ce microbiote va faire partie aussi de ce que l'on appelle la fonction barrière intestinale. N'oubliez pas que dans la structure donc de l'intestin, dans cette tuyauterie, eh bien cette flore, qu'elle soit donc luminale ou globale, eh bien il va y avoir, elle va représenter en fait la première force de défense contre l'agression. Et s'il y a une dysbiose, eh bien, on va pouvoir avoir une atteinte de la couche qui est juste en dessous, c'est-à-dire l'épithélium intestinal. Donc, dans cette fonction barrière, il est très important de s'intéresser à la densité et à l'équilibre de cette flore intestinale, de ce microbiote, de s'intéresser à la structure donc de l'épithélium pour éviter qu'effectivement, comme le disait si bien le docteur Catherine Kousmine, pour que l'intestin laisse passer à foison les poisons. Et oui, il va falloir s'intéresser à cette barrière intestinale, cette fonction barrière, pour éviter que des choses ne passent et que notre système immunitaire vienne les détecter et induire des réactions. Voilà. Donc l'équilibre du microbiote est quelque chose de fondamental dans l'ensemble de l'équilibre métabolique, cérébral, cardiovasculaire, bien sûr. Voilà un petit peu. Si on veut dire quelques mots sur la muqueuse, ce qui est important à retenir, c'est que cette muqueuse intestinale est une monocouche. Il n'y a qu'une seule couche de cellules, contrairement par exemple à la peau où vous avez 3 couches de cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette couche, cette monocouche, cette muqueuse intestinale doit avoir une intégrité structurelle. Alors, ces cellules, elles se renouvellent très rapidement. Souvenez-vous, les cellules intestinales ont un cycle de vie d'à peu près, on va dire, allez, une petite semaine, 5 à 7 jours. Elles se renouvellent très rapidement, mais si les cellules donc sont attaquées, eh bien, il peut y avoir un trou qui va se créer. Donc, il y a un turnover extrêmement rapide et une seule couche de cellules. Ces différentes cellules, soit entérocytes, soit colonocytes, en fonction de la situation au niveau de l'intestin, vont être reliées, attachées entre elles par des petits points noirs que vous voyez ici, qu'on appelle donc des jonctions serrées, mais qui malheureusement, dans certaines conditions, peuvent, comme le disait Kousmine, laisser passer à foison des poisons parce que ces espaces vont s'élargir. Donc, il faudra assurer l'intégrité structurelle par le renouvellement des cellules, mais également cette distance qu'il y a intercellulaire. Voilà. En sachant également que certaines cellules de cette monocouche de cellules vont produire un mucus protecteur. Donc, il y a différents systèmes de protection muqueuse, mais on verra que cette muqueuse, lorsqu'on va parler d'hyperperméabilité intestinale, eh bien, elle va être altérée. De quelle façon sera-t-elle altérée? La première façon, c'est qu'effectivement, ces cellules, pour une raison ou une autre, ne se renouvellent pas suffisamment rapidement et il y aura, c'est le cas ici de mon premier petit schéma, ma première flèche rouge, un trou. La passoire, un trou important, un trou béant et qui laisse passer à foison les poisons. La deuxième problématique, comme je le disais, c'est que ces espaces intercellulaires vont s'élargir et laisser passer des choses qui ne doivent pas passer. D'accord? Et le troisième, c'est un passage qui va se faire
et il va y avoir donc juste en dessous le système immunitaire qui va venir détecter effectivement l'information par rapport à cela. Donc, quand on parle d'hyperperméabilité, il y a 3 atteintes directes au niveau de cette muqueuse. Donc, 3 actions à mener pour éviter des réactions inflammatoires, immunitaires et oxydatives. Voilà. Alors, ce qu'on entend par là, c'est qu'effectivement, à chaque âge de la vie, il peut y avoir différentes causes qui vont altérer cet équilibre, cette fonction barrière, en agissant soit sur la muqueuse, soit directement sur l'équilibre du microbiote. Donc, quelle que soit la situation, on va avoir donc un impact sur cet équilibre. On va pouvoir proposer au sein du laboratoire à l'Écuyer, alors on vous a vraiment ciblé 3 références qui vont être spécifiques de l'équilibre microbiotique et de l'hyperperméabilité. Avec en premier lieu le spécifique de la muqueuse qui s'appelle Permea Protect plus tolérance. Ce complément alimentaire est vraiment le spécifique de la muqueuse intestinale. On va le voir juste après. Et vous allez avoir ensuite une gamme qui s'appelle Bactivite, qui veut dire probiotique ou symbiotique, on verra la différence, donc avec un apport de bonnes souches, donc qui s'appelle Bactivite, soit Bactivite équilibre ATB, on va voir pourquoi, soit Bactivite confort. Voilà. En tout cas, ces 3 produits vont être les spécifiques des problèmes liés à l'hyperperméabilité et à l'équilibre du microbiote. Ces 3 produits ont fait aussi l'objet d'études, soit in vivo, soit in vitro. Ok. Donc, on va commencer par la première présentation du spécifique de la muqueuse intestinale. On a vu que au niveau de l'hyperperméabilité, on avait une problématique à différents niveaux, soit des cellules qui ne se renouvellent pas suffisamment rapidement, donc il leur faudra certainement un carburant, soit un espace intercellulaire qui s'est élargi, soit un passage transcellulaire. Donc, quand on parle d'hyperperméabilité, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, au niveau du diagnostic, il n'y a pas de diagnostic vraiment validé. Alors, il y a des tests qui sont faits, mais en milieu hospitalier. En tout cas, il faut avoir au niveau de la clinique des signes évocateurs. On va faire l'anamnèse. Et bien entendu, lorsqu'on va avoir des diarrhées chroniques, il y aura une suspicion d'anomalie au niveau donc intestinal, au niveau de cette muqueuse, notamment de cette hyperperméabilité. Donc, on va parler d'hyperperméabilité. Les manifestations principales. N'oubliez pas non plus, comme on le disait tout à l'heure en introduction, qu'on va avoir autre chose que les signes digestifs. On pourra parler d'hyperperméabilité et de troubles du microbiote lorsque on pourra rencontrer des troubles métaboliques, bien sûr, mais également articulaires. En tout cas, vous avez une liste ici de maladies principales qui doivent vous évoquer les problèmes d'hyperperméabilité. J'ai noté dans un second temps des manifestations possibles qui peuvent apparaître et être liées à l'hyperperméabilité avec donc des troubles de l'humeur, de par l'axe intestin-cerveau toujours, et des pathologies dermatologiques, des éruptions cutanées. Mais en tout cas, les manifestations principales, c'est vraiment lié à l'intestin, mais pas que, avec l'équilibre, on va dire aussi, cardio-métabolique et articulaire. Ok. Donc, dans l'esprit de cette physiopathologie de l'hyperperméabilité, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait avoir une approche globale. Parce que ne cibler qu'une chose, qu'une problématique, ne va pas régler l'intégralité du problème. Et au sein du laboratoire L'Écuyer, on a toujours cette approche globale d'une problématique. On va décortiquer la physiopathologie, voir à quel niveau on peut intervenir, avec quels actifs qui ont fait preuve de leur efficacité et qui sont bien tolérés, bien sûr. Donc ici, dans la formule de perméaprotique de plus tolérance, ce complément alimentaire, vous allez avoir, je dirais, 3 voire 4 principes actifs fondamentaux qui vont avoir 3 objectifs différents.
Le premier objectif, effectivement, c'est d'apporter le carburant aux cellules, ces cellules intestinales qui sont des cellules à renouvellement rapide. Et le carburant essentiel de ces cellules, ce sera la glutamine. Donc, vous allez avoir la présence de glutamine. Le deuxième point, c'est que cette glutamine va aussi avoir une action sur les jonctions serrées, les petits espaces qu'il va falloir réduire. Et puis, on a vu que lorsque les choses passaient à travers cette unique couche de cellules, il y avait en dessous ces villosités, donc le système immunitaire qui avait un rôle à la fois de vigilance, c'est la tour de contrôle un petit peu, de vigilance, mais aussi de tolérance. Mais ce système immunitaire pourra parfois induire une réaction immunitaire à tort ou à raison, ça c'est encore un autre débat en fonction des allergies, des intolérances parfois, induire des réactions et une réaction immunitaire. Et vous savez que la première étape d'une réaction immunitaire, c'est l'inflammation. Donc, il va falloir trouver des actifs qui vont limiter cette inflammation. Alors, on va avoir une action très ciblée sur cette inflammation, puisque vous savez que le facteur de transcription de cette inflammation, c'est le NF-κB. Donc, on va aller chercher un actif qu'on appelle le PEA, palmitoyl éthanol amide, qui est issu de palmier, qui va inhiber ce NF-κB pour bloquer cette réaction inflammatoire. Et cette action anti-inflammatoire du PEA sera renforcée par l'action de la vitamine D. Je vais vous mettre quelques petites slides après. Voilà. Donc, il faut bloquer cette réaction inflammatoire. Et vous savez que l'inflammation est toujours reliée au stress oxydant. Donc, il est important d'avoir un antioxydant. Et ici, on a de l'extrait de pépins de raisin qui est riche en polyphénol et bien entendu des cofacteurs tels que le bêta-carotène, le zinc et les vitamines du groupe B. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une action sur le renouvellement cellulaire, donc l'intégrité structurelle, limiter l'inflammation, le stress oxydatif et assurer un espace normal de quelques daltons entre les différentes cellules. Voilà. On va revoir tout de suite après le schéma du mode d'action. En tout cas, voilà. Et Permea Protect va avoir une prise simple, puisque c'est un stick qu'on va dissoudre dans un verre d'eau. Alors, au cours d'un repas, bien sûr. Et c'est un produit qui sera utilisable dès 12 ans, parce qu'on verra au niveau des intolérances alimentaires, on peut avoir déjà des jeunes sujets qui vont avoir ce genre d'intolérance alimentaire, déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, comme traditionnellement on le rencontre au niveau des compléments alimentaires qui vont contenir des substances. Donc voilà, pour le Permea Protect. Alors, pourquoi on a choisi cette glutamine? Parce que je vous le disais, il est important d'assurer l'intégrité structurelle et d'assurer le turnover cellulaire de ces cellules qui se renouvellent rapidement. Et la glutamine va être un de ces actifs. Elle sera très intéressante aussi parce que, outre le fait qu'elle peut être le précurseur du glutathion, donc il y aura des propriétés antioxydantes aussi, elle va intervenir dans la modulation des cytokines pro et anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et ici elle est bien entendu d'origine végétale. Voilà. Les polyphénols de raisin sont effectivement également très intéressants parce que ce sont des antioxydants. Et là, en fait, ces polyphénols de raisin, on voit par rapport à différents tests qui ont été faits, vont avoir déjà une absorption beaucoup plus lente que d'autres antioxydants et d'avoir justement un temps de contact plus important pour limiter ce stress oxydatif. Donc là, il y avait eu des petits tests qui avaient été faits comparés à différents antioxydants tels que les bêta-carotènes ou les PAX. Voilà, donc ça c'est très important aussi. On n'a pas choisi les actifs au hasard, on les choisit en fonction aussi des publications qui peuvent être réalisées et à une utilisation à dose d'études. Et comme je vous le disais, donc ce PEA va avoir une action directe sur le NF-κB qui est vraiment le facteur de transcription de cette inflammation. Voilà, et qui va avoir différents rôles particuliers. Voilà, on revoit aussi des petits tests qui ont été faits par rapport à des doses et des tests comparés, par exemple au CBD aussi. Et on voit que ici, le PEA, palmitoyl-éthanolamine, qui est origine de palmier, c'est un produit complètement naturel, va avoir une diminution beaucoup plus importante sur la transcription du NF-κB que d'autres substances anti-inflammatoires. Voilà pourquoi on a utilisé cet actif-là au niveau
de la formule de Permea Protect, au même titre que la vitamine D. Hein. Souvenez-vous, bien sûr, c'est la vitamine de l'immunité. Elle intervient dans le métabolisme phosphocalcique. Et pourquoi dans l'immunité? Elle va vraiment avoir des propriétés anti-inflammatoires en assurant un équilibre entre les lymphocytes T reg et les lymphocytes T1 helper 1 et 17. Donc là, on est vraiment sur un côté anti-inflammatoire. Je suis bloquée. Micro-coupure, je ne sais pas si ce sont les orages qui sévissent, donc voilà, désolée pour cette micro-coupure. Je vois déjà des questions apparaître sur la glutamine, Agnès, on y répondra effectivement tout à l'heure, et vous aurez des précisions par rapport à votre question. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le perméa va avoir cette triple action sur l'intégrité structurelle, sur le renforcement de la structure et sur le côté anti. Ah, voilà, je suis encore bloquée. Alors, est-ce que je peux passer à la slide suivante? Voilà. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que Permea Protect a fait l'objet d'une étude sur cellules. Alors, vous imaginez bien, pas in vivo, hein, ça serait un petit peu compliqué sur la muqueuse intestinale, mais in vitro. Et on a pu l'impact de Permea Protect plus tolérance sur justement la perméabilité intestinale. Et on a vu qu'il y avait une diminution de 79% de cette perméabilité intestinale. Alors, c'était fait à partir donc de cellules, mais pas in vivo, hein, bien sûr. Donc, voilà. On peut retenir sur Permea Protect plus tolérance, pardon, c'est vraiment le spécifique. Digestif au sens large. C'est un produit donc qui a des actifs naturels, on l'a vu, qui est très bien toléré digestivement, qui est sans allergène, qui est compatible avec les régimes pauvres en FODMAPs, qui a un arôme naturel, pas de conservateur, hein, c'est un arôme thé pomme pêche et qui est, oui, il y a des petits sauts de connexion et qui se présente donc sous forme de stick à dissoudre dans un verre d'eau. On est sur une posologie dès 12 ans, on l'a dit, déconseillé chez la femme enceinte, d'un stick par jour sur une période de complémentation d'un mois, de 30 jours. Et l'idée, c'est progressivement, on peut renouveler l'utilisation, mais l'idée, c'est vraiment d'espérer prise, et on le voit concrètement hein, en pratique, en clinique. Compte tenu de l'amélioration, on va espacer les périodes de prise. Donc, peut-être que le mois suivant, on fera un jour sur 2 ou un jour sur 3. En tout cas, voilà. L'idée, c'est de ne pas utiliser forcément sur 3 mois de façon consécutive au vu de l'amélioration de la clinique. Voilà. C'est possible, mais au vu des résultats, on à espacer, à faire des petites pauses au vu de l'amélioration de cette clinique. Voilà pour Permea Protect plus tolérance qui est vraiment le spécifique. Maintenant, on va passer à la gamme Bactivite avec deux références qui vont s'intéresser, quant à elles, au microbiote. La première référence s'appelle Bactivite Équilibre ATB. Il s'agit ici d'un probiotique. Donc, je vais avoir des souches probiotiques avec une levure, donc un mycobiotique. Avec un mycobiotique, si j'arrive à passer la slide suivante, help. Voilà, un mycobiotique que vous connaissez toutes et tous, qui a fait l'objet de nombreuses études aussi et qui a une très belle notoriété. Et c'est un mycobiotique qu'on appelle la Saccharomyces.
Saccharomyces boulardii cerevisiae. Voilà. Donc, c'est une association de probiotiques bactériens et de probiotiques levures qu'on appelle le mycobiotique. Pourquoi cette association? Parce qu'en fait, on mime le microbiote intestinal. Comme je vous ai dit en introduction, on va retrouver des bonnes bactéries, des mauvaises, des bonnes levures et des mauvaises. Donc ici, on est en présence d'une bonne levure. Bactivit Équilibre ATB va être présenté sous forme de gélules, gastro-résistantes bien sûr, mais le choix des souches se fera aussi en fonction de leur gastro-résistance et de leur interaction qu'elles peuvent avoir entre elles, bien sûr. On est à 8,5 milliards de souches. Je vous rappelle que pour avoir un effet bénéfique de probiotiques, on est sur à minima 1 milliard de souches. Voilà. C'est une forme gélule qu'on pourra donner à partir de 3 ans, de 3 à 6 ans, si on a la possibilité d'ouvrir dans le passage des slides. Alors, hop, j'essaie de repasser tout cela. Voilà. En fait, le Bactivit ATB a aussi, Équilibre ATB, a fait l'objet aussi d'une étude. Alors, spécifiquement dans l'antibiothérapie. Mais je précise tout de suite que le Bactivit Équilibre va avoir une indication très large. Comme on le disait tout à l'heure, thérapie bien sûr. On a fait une étude en associant Bactivit Équilibre, c'est pour ça qu'on a rajouté le petit ATB, mais surtout, c'est un produit qui va avoir un large spectre d'action pour restaurer, réensemencer lorsqu'il y a dysbiose. Dysbiose liée soit à des médicaments, présentement ici les antibiotiques avec l'étude, également des conazolés, donc des antifongiques, ou des IPP, des antisécrétoires. Et ça, pensez-y, parce que les antisécrétoires, c'est vraiment quelque chose qui vont altérer l'équilibre du microbiote. Là, juste pour vous parler en quelques mots de l'étude qui a été menée sur le Bactivit Équilibre ATB, c'est donc, on a pris des sujets, donc 150 personnes, c'est une étude d'efficacité, donc il faut avoir à minima 100 sujets qui avait donc une prise d'antibiothérapie à spectre large ou plus étroit. Il y avait un mélange de maferme en équivalence. Et en fait, on a associé Bactivit Équilibre ATB lors de la prise de l'antibiotique sur une période d'utilisation au tout début de 0 à 10 jours à 2 gélules, puis ensuite à une gélule. Et ce qu'on a voulu observer, c'est effectivement quels étaient les impacts sur la qualité de vie digestive, mais également stomacale, parce qu'il y avait souvent des problèmes de remontée acide. Et on voit qu'on a une amélioration notoire rapidement dans les 10 premiers jours, mais ensuite en continuant, vous savez qu'il faut toujours réensemencer le microbiote même après l'arrêt de l'antibiothérapie. On a eu une amélioration notoire sur le confort digestif avec une diminution des ballonnements jusqu'à 70%, une diminution donc des diarrhées, fort heureusement. Donc ça, c'est un réflexe que l'on a, mais des douleurs abdominales aussi et du côté un petit peu nauséeux qui peuvent apparaître de façon très importante, en tout cas au début des cures d'antibiothérapie. Donc voilà en tout cas sur les résultats qu'on a pu faire lors d'une association Bactivit Équilibre ATB et des antibiotiques. Mais comme je le répète, Bactivit Équilibre, c'est le grand généraliste. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'il peut être utilisé effectivement dès 3 ans. Il y avait une grande satisfaction donc des sujets avec une rapidité d'action qui relevait l'intérêt donc des sujets et ce confort digestif. Alors, est-ce que ça veut bien repasser? Voilà. Donc voilà les plus produits de Bactivit Équilibre ATB, une efficacité démontrée, une rapidité d'action, la possibilité de l'utiliser en fait pour toute la famille dès 3 ans et surtout la grande particularité, c'est d'avoir cette association de levure, de Saccharomyces, donc qui va résister à l'antibiotique, et de bonnes souches, les lactobacilles et les bifidobactéries. Voilà. Et une numération, alors c'est aussi très important, quand je vous annonçais précédemment la numération de 8,5 milliards, pour une gélule, c'est vraiment à la prise. C'est ce que va prendre le sujet.
c'est-à-dire que la viabilité est garantie avec cette numération. Ça veut dire qu'à la fabrication, il y en a beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est ce que prend le patient. Donc, c'est pas ce que l'on formule tout de suite, parce qu'on sait qu'il y a une déclinaison au niveau de cette viabilité. D'accord? Et la forme gélule va assurer également une bonne viabilité, parce qu'elle va résister à la lumière, à l'humidité, à l'oxydation. Voilà pour Bactivit, donc équilibre. Le deuxième Bactivit, je vous ai mis ici des petites images d'une dame qui a mal au ventre, c'est le Bactivit Confort. Ici, avec Bactivit Confort, vous êtes en présence d'une association synergique de fibres, des prébiotiques et de bonnes souches, là encore, Streptococcus, Bifidobactéries et Lactobacilles, donc des probiotiques bactériens, et on parle ici d'un symbiotique. C'est la référence pour le syndrome de l'intestin irritable. Une étude a été faite sur ce type de sujet et de syndrome qui n'est vraiment pas facile à prendre en charge. Effectivement, quand on parle de syndrome de l'intestin irritable, on va parler bien sûr du microbiote, de l'axe intestin-cerveau, et c'est vraiment un ensemble de facteurs multiples psychosociaux, avec bien sûr une inflammation de bas grade, avec une altération donc du microbiote et de la muqueuse. Donc c'est un ensemble de choses, et il y a de nombreuses effectivement publications. On voit ici un petit tableau que je vous ai mis sur les mécanismes physiopathologiques avec les niveaux de preuve, et on voit bien entendu l'impact de l'équilibre du microbiote, mais aussi de cette inflammation chronique de bas grade et l'altération de la muqueuse. Donc que faire lorsqu'il y a un syndrome de l'intestin irritable, qui est caractérisé par une alternance du transit, diarrhée, constipation, douleur abdominale, c'est ma petite dame lors de la première page, eh bien, on va avoir une action ciblée avec le Bactivit Confort qui va associer donc des prébiotiques, des fibres, des fosses et un ensemble donc de souches pour avoir cet effet donc probiotique. Ici, on est sur une forme sachet. Des sachets qu'il faudra ouvrir et dissoudre dans un verre d'eau. Dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, on va y aller très progressivement, c'est ce qu'on a fait dans l'étude. On ne va pas donner en premier lieu un sachet entier. Ce sont des sujets qui sont hyper réactifs, donc on va y aller progressivement en donnant parfois un tiers, le plus souvent un demi-sachet par jour dans un verre d'eau. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le donner le soir, au moment du dîner ou avant le coucher, allait permettre d'accélérer en fait le confort. On reste beaucoup plus longtemps en contact, et ça allait diminuer aussi les ballonnements qui peuvent apparaître temporairement lorsqu'on donne des fibres qui sont importants dans cette prise en charge de ce syndrome. Donc on aura une phase d'attaque où il faudra le donner tous les jours, un demi-sachet par exemple, et ensuite une phase d'entretien où on commencera à espacer la prise. Voilà en tout cas pour le Bactivit donc Confort, qui a fait, comme je vous le disais, l'objet d'une étude dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, avec cette phase d'attaque et cette phase d'entretien. Et on a vu que, alors on évaluait l'efficacité par rapport à des scores qui sont validés scientifiquement. Ici, c'est ce qu'on appelle l'IBSS, avec une amélioration notoire sur le confort digestif, sur les symptômes intestinaux, avec une amélioration de plus de 87%, des sujets, une amélioration donc des sujets, une augmentation des sujets qui étaient en rémission, et une diminution donc des scores de l'IBSS, donc qui sont en fait, qui montrent l'amélioration de la qualité de vie. Et ça, c'est vraiment très important, parce que dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est assez compliqué à avoir une amélioration clinique. Et là, on voit que dès le premier mois, on a déjà des résultats. 15 jours à un mois, c'est selon les périodes d'évaluation. Donc, voilà. Et plus de 75% des sujets qui étaient donc satisfaits, avec une amélioration notoire de cette qualité de vie intestinale. Donc ça, c'est important, parce que c'est très, très compliqué au niveau de ce syndrome de l'intestin irritable. Voilà, je vous ai remis un petit peu les plus produits avec les 4 souches probiotiques, la présence de fibres, de fructo-oligosaccharides, un sachet multilaminé qui va permettre là encore de protéger les souches, avec une numération qui est donc à la prise, et une efficacité prouvée sur ce produit. Les études d'efficacité, juste pour préciser, que ce soit pour Bactivit donc Confort ou Bactivit Équilibre ATB, elles sont faites par des organismes indépendants, et les sujets qui participent à l'étude ne savent
pas le nom du laboratoire et ni le nom du produit qu'ils utilisent. Par contre, ils présentent les manifestations que l'on cherche à améliorer, bien sûr. Voilà en tout cas pour cette présentation des 3 produits de référence dans l'hyperperméabilité, 2 pour le microbiote et 1 pour la muqueuse. Je vous ai remis ici un petit tableau récapitulatif qui reprenne les situations, les actifs majeurs, la galénique et les conseils donc d'utilisation. Voilà. Hop. Alors, je vous ai remis ici des petits protocoles simples dans lesquels on va pouvoir faire des associations conseillées. Donc ici, en cas de dysbiose, eh bien, le sujet majeur de cette dysbiose, c'est de pouvoir réensemencer. Et sans contexte possible, on aura dans ce contexte-là de dysbiose la référence Bactivit Équilibre ATB avec une gélule par jour sur 1 à 2 mois en fonction des situations. Alors, sur une antibiothérapie, on a vu dans l'étude, ça avait duré un petit peu plus longtemps, mais sur un antifongique, par exemple, on pourra être sur une quinzaine de jours, par exemple. En tout cas, pour réensemencer, vous avez la référence qui est le Bactivit Équilibre. Le terme équilibre doit être évocateur, ATB, parce qu'il y a eu cette étude qui a été faite avec l'antibiothérapie. Dans le cas d'hyperperméabilité, d'approche terrain, de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, on l'a vu, il faut agir sur la muqueuse, avec donc le spécifique Perméaprotect plus tolérance, un stick par jour, dès 12 ans, ne convient pas chez les femmes enceintes et allaitantes. Et là encore, on utilisera le Bactivit Équilibre ATB. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles qui existent. Soit on peut faire d'abord le microbiote, puis dans un second temps, en décalé, la muqueuse, soit l'inverse. Il y a des personnes qui préfèrent faire d'abord la muqueuse, puis le microbiote. Et puis, il y a des personnes dont je fais partie. Moi, je préfère le faire en alternance, un jour sur 2, en même temps, mais un jour sur 2, parce qu'on doit prendre le problème entier et en même temps. Je ne peux pas mettre un petit pansement sur quelque chose si je n'ai pas restauré donc l'intégralité. Donc, personnellement, je préfère faire en alternance, un jour Perméaprotect plus tolérance, un autre jour Bactivit Équilibre ATB. Mais là, je dirais qu'il y a plusieurs écoles, donc je vous laisse libre. L'idée, c'est d'avoir des résultats. Donc, en fait, voilà, ça c'est l'expérience, les retours cliniques que l'on peut avoir. Voilà. Autre association possible, c'est là le Bactivit confort dans le syndrome de l'intestin irritable. On a vu que c'était le spécifique en fait du syndrome de l'intestin irritable, et on pourra associer ou pas le Perméaprotect plus tolérant en fonction des manifestations. Je vous invite quand même à traiter la muqueuse parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une altération de cette muqueuse avec des manifestations inflammatoires. Donc même si on réensemence le microbiote, on va limiter l'inflammation, mais si elle est présente aussi de façon plus profonde, il y a un impact au niveau de la muqueuse. Donc le Perméaprotect plus tolérance sera effectivement très intéressant. Voilà. Avant de relaisser la parole à Simplicure et aux petites questions, je vous ai préparé quelques cas pratiques ici où nous allons pouvoir travailler ensemble. On va phosphorer avec un premier cas pratique de Laure qui a 31 ans, qui est mariée, sans enfant, commerçante et qui consulte parce qu'elle se plaint de troubles du transit. Alternance diarrhée-constipation, douleur abdominale, borborigme, flatulence. Il n'y a pas de douleur la nuit, mais ces manifestations sont extrêmement régulières, fréquentes, et elles sont présentes depuis très longtemps. Donc ici, le diagnostic, c'est une suspicion de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc là, sans imagerie, c'est un petit peu compliqué de valider. Donc, dans un premier temps, on pourra faire une prise en charge du syndrome de l'intestin irritable avec le Perméaprotect plus tolérance et le Bactivit confort. Donc, ainsi qu'une gélule, personnellement en alternance un jour sur 2, mais je vous laisse voir si vous préférez faire d'abord la muqueuse ou l'intestin ou adhérer à cette alternance. Ça, c'est comme vous voulez. OK ? Le deuxième cas, c'est Jacqueline qui a 57 ans, qui a un grand enfant, qui est fonctionnaire, qui a plutôt un tempérament anxieux, axe intestin-cerveau, qui se plaint là aussi de ballonnement, de flatulence, de crampes abdominales et du trouble du transit. Là, on est plutôt sur le syndrome de l'intestin irritable, clairement, donc toujours le Bactivit confort. Phase d'attaque, phase d'entretien où on commencera à diminuer un jour sur 2, un sachet un jour sur 2, puis un jour sur 3, et peut-être le faire après qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Vous voyez, on espace progressivement la dose. Donc ici, clairement,
l'axe intestin-cerveau avec l'intestin irritable. Le troisième cas clinique, c'est Marine, une jeune étudiante de 22 ans qui a un traitement anti-acnéique. Alors, j'ai mis traitement anti-acnéique avec des antibiotiques, donc des cyclines, sur une longue période, pour commencer au moins 3 mois, et qui se plaint de diarrhée réactionnelle à cette antibiothérapie. Eh bien, on pourra lui donner le Bactivit Équilibre ATB en même temps que son antibiothérapie qu'elle va prendre sur un long cours. Donc, au début, peut-être 2 gélules par jour et puis après, 1 gélule par jour. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous savez, hein, on met toujours un petit delta entre la prise d'un antibiotique, d'un IZPP ou d'un conazolé, d'un antifongique, avec donc des probiotiques. On respecte un délai de 2-3 heures, d'accord, pour pas qu'il y ait d'impact. Voilà pour notre jeune étudiante. Le quatrième cas clinique, c'est un monsieur, c'est Jean, 47 ans. Il est divorcé, il est cadre commercial au téléphone. Il a 2 enfants et il se plaint de diarrhée et constipation en alternance. Des ballonnements, des maux de ventre, de la fatigue. Il y a eu une imagerie avec des villosités qui apparaissent normales et un dosage d'anticorps glutaminase qui était négatif. Là, on est plutôt sur un diagnostic d'intolérance au gluten non cœliaque, puisqu'on a les anticorps qui sont négatifs. Et là, on pourra donner le Perméaprotect plus tolérance en association avec le Bactivit Équilibre ATB. Une gélule, un stick, en alternance ou l'un avant l'autre sur le mois qui précède à convenance. Voilà, on va arriver à la fin de cette présentation. Je vais relaisser la parole et je me permettrai de répondre à vos différentes questions. Merci en tout cas. Merci Nathalie. Pardon. Pour cette très très belle présentation, très complète, et j'ai vu passer effectivement des questions aussi très intéressantes et pertinentes. Donc je t'invite à reprendre ton souffle, à boire un petit coup, à découvrir les questions, et je vais profiter de ce temps du coup pour présenter SimpliCure. Donc, qui proposait aujourd'hui ce webinaire pour les personnes qui ne connaîtraient pas. SimpliCure, c'est une plateforme qui va regrouper du coup différents laboratoires de compléments alimentaires pour faciliter les recommandations aux professionnels, aux praticiens de santé. Donc, sur SimpliCure, vous allez trouver une très large gamme de produits avec cette slide qui n'est même plus à jour, mais on est à près de 3000 maintenant produits. Et donc, l'objectif, c'est vraiment vous de centraliser, de pouvoir aller piocher ce qui est bon pour votre patient en fonction de ses besoins, et lui de faciliter aussi sa compliance, puisqu'il sort de la consultation et il a un seul lien avec une seule commande, un seul frais de port, et il n'est pas perdu dans la nature à devoir aller chercher à gauche, à droite 1001 compléments différents. Donc si je prends juste une petite minute pour vous présenter très concrètement comment cela se présente. Quand vous allez arriver sur SimpliCure, si vous n'avez pas de compte créé, rien de plus simple, il suffit d'aller sur simplicure.com, de vous créer un compte avec votre adresse mail, un mot de passe. Vous allez arriver ici. Pour répondre à la question, du coup, tous les replays des webinaires qu'on propose sont disponibles ici, et celui d'aujourd'hui le sera dès demain, donc vous pourrez aussi y revenir très très prochainement et très facilement. Ensuite, vous allez pouvoir du coup créer une recommandation et pour ça, ajouter un produit et accéder à notre catalogue. Il y a évidemment différents filtres qui sont mis à votre disposition pour retrouver ce que vous cherchez, pour découvrir parfois aussi d'autres produits, d'autres laboratoires. Et donc aujourd'hui, on cherche l'écuyer et vous allez retrouver tous les produits dont on a parlé. Vous voulez par exemple ajouter le B-Active, le Perméaprotect, vous le mettez dans votre recommandation. Vous spécifiez la posologie, la durée de la cure à laquelle vous souhaitez que votre patient, que votre client utilise ce produit. Tout est vraiment fait pour que ce soit le plus clair possible. On imprime notamment vos conseils dans son colis pour qu'il n'ait vraiment plus qu'à le prendre, le mettre sur le frigo et suivre les recommandations. Et puis, vous spécifiez ses coordonnées. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à envoyer la recommandation ou éventuellement, vous pouvez aussi copier le lien et le mettre dans un mail, dans un protocole que vous faites de votre côté. Donc, tout est vraiment fait pour faciliter et votre pratique et la compliance du patient, du client.
Simplicure, c'est un outil qui est 100 gratuit et ça le restera absolument toujours. Donc n'hésitez pas, je vous mets un petit lien pour que vous puissiez, simplement mentionner votre intérêt et un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous créer un compte, vous montrer comment ça fonctionne et vraiment faire en sorte de l'intégrer, à votre pratique. C'est hyper intuitif, mais comme ça, vous êtes aussi accompagnés pour le faire. On a d'autres webinaires qui sont aussi prévus, notamment avec le docteur Sina Gombert, Anthony Berthoud. Donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire pour profiter de ces moments qui s'annoncent très intéressants. Et voilà. Nathalie, est-ce que tu es prête pour les questions? Alors oui, je suis prête pour les questions, je suis en train de les lire. Donc la première question, je crois que c'était Agnès qui l'avait posée lorsque j'étais en train de faire la présentation. Alors Agnès nous pose la question et elle a bien raison de se la poser. La glutamine n'est-elle pas à associer à un risque accru de cancer? Alors tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, la glutamine était un carburant essentiel, un agent nutritif en fait, pour les cellules intestinales qui ont un renouvellement rapide. Les cellules cancéreuses sont elles aussi des cellules à renouvellement rapide. D'accord? Donc, il est bien entendu que s'il y a, alors attention, c'est là où il y a toute la subtilité, si le sujet présent a un cancer de l'intestin, on ne donnera pas cancer de l'intestin, parce que je vois qu'il y a une autre question après sur le cancer du sein. C'est différent. Quand il y a présentement un cancer de l'intestin, on ne donnera pas de glutamine. D'accord? Ok, ça c'est important. En dehors de toutes les situations, on pourra très bien donner, et il vaut mieux donner le carburant à nos cellules pour qu'elles se renouvellent et qu'il y ait vraiment cette belle intégrité structurelle, qu'on puisse lui donner la possibilité d'exercer toutes ses fonctions. C'est uniquement dans le cadre du cancer de l'intestin. Et ça, il y a de nombreuses publications là-dessus. D'accord? Se priver de glutamine dans toutes les autres conditions, voilà, ça n'augmente pas la glutamine, on est bien d'accord, c'est la subtilité, n'augmente pas un cancer intestinal. Hein. C'est j'ai un sujet qui a un cancer de l'intestin, ok, je ne donne pas de glutamine. C'est uniquement dans ce cadre-là. Il n'augmente pas le risque de cancer. Ça, non. Enfin, d'accord. Ça, c'est le premier point. Et donc, la deuxième question, c'était un petit peu la même chose. Alors, on parlait de cancer du sein. Donc, non, là, il n'y a pas d'impact. C'est vraiment sur l'intestin. Il y a de nombreuses publications sur le sujet. Après, une question très intéressante, j'en ai dit deux mots. En fait, la question, alors je ne sais pas de qui elle est, est-ce qu'on peut prendre ces compléments alimentaires par prévention? Alors, le Perméa Protect plus tolérance plus, pas forcément, parce qu'en fait, c'est vraiment, on l'a vu, un symptôme, enfin quelque chose de symptomatique. En revanche, pour prévenir, et à titre personnel, je vous donne ce que je fais moi aussi, je prends en prévention, y compris pour mes enfants, pour entretenir un bon état de santé intestinale au niveau du microbiote. Moi, je prends une fois par semaine, sans trouble particulier, du Bactivit Équilibre ATB. Donc, j'entretiens un bon état de ma flore parce que je sais qu'elle a un impact direct sur plein de conséquences. Donc, sans clinique particulière, voilà, le Bactivit Équilibre, oui, pas forcément aux doses qu'on a préconisées parce qu'on était dans des doses pour du symptomatique, mais en prévention, pourquoi pas. Perméa Protect plus tolérance, en prévention, aucun intérêt, puisqu'en fait, on est vraiment sur quelque chose comment dire, de symptomatique, de réparateur. Voilà. La deuxième question qui est posée par la même personne, c'est quelles sont les analyses pour détecter l'hyperperméabilité intestinale? Alors, je l'ai vaguement évoqué. En fait, en tout cas en France, mais je crois qu'en Belgique, c'est pareil. Il n'y a pas de test aujourd'hui qui soit validé scientifiquement. On ne peut pas avoir en pharmacie ou de façon classique des tests qui soient validés. Il y a des choses qui sont faites en milieu hospitalier dans certaines conditions qu'on appelle le test de lactulose mannitol. En fait, on utilise deux types de sucre, une grosse molécule et une petite molécule qu'on va faire ingérer. Alors, c'est très schématique ce que je vous dis, mais voilà, qu'on va faire ingérer donc par voie orale et on va récolter au niveau des urines, les urines, et on va voir s'il y a la grosse et la petite molécule. Si on a eu la grosse molécule, ça veut dire qu'elle a pu passer. Alors, c'est schématique ce que je vous dis, mais ça veut dire qu'elle a pu passer, ça veut dire que j'ai des trous dans ma passoire, ça veut dire que j'ai une hyperperméabilité. Si dans mes urines, je ne retrouve que la petite molécule, ça veut dire que la grosse n'a pas pu passer, donc je n'ai pas de problème d'hyperperméabilité. C'est le test qu'on appelle de mannitol lactulose, mais qui n'est pas validé scientifiquement. Il se fait en milieu hospitalier, mais en tout cas, d'un point de vue
comment dire, grand public, etc., il n'y a pas de test qui soit fait directement. Après, il y a un autre test qui s'appelle le test de la zonuline, mais c'est pareil, il n'est pas validé scientifiquement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai mis les manifestations principales et manifestations secondaires, dans l'hyperperméabilité, c'est vraiment l'anamnèse, la clinique qui est très importante. C'est ça qui va vous permettre d'orienter. Si déjà il y a des troubles comment dire, du transit, avec des intolérances, des allergies, des déformations des doigts, des troubles articulaires, des choses inflammatoires, pathologies d'encrassement, on peut se poser la question à juste titre. Voilà. Il y a une autre question sur, en cas de dysbiose, préconisez-vous de nettoyer le microbiote avant la prise de probiotiques? Alors, je sais microbiote, mais en fait, le microbiote de positif. Donc, apporter des probiotiques, les probiotiques, c'est un microbiote. Donc, de toute façon, avoir un intestin, comment dire, stérile, c'est mortel. Hein. Donc, nettoyer, je ne sais pas dans quel sens vous l'entendez, mais apporter des probiotiques, ça permet de rééquilibrer sur les bonnes bactéries, d'assurer un équilibre qu'il doit y avoir entre les bonnes et les mauvaises. On va upgrader la population microbiotique, mais surtout, il faut restaurer les équilibres entre les bonnes et les mauvaises familles de bactéries, entre guillemets. Donc, voilà. Autre question aussi intéressante sur, en cas de régime pauvre en FODMAPS, régime pauvre en FODMAPS, alors je précise, là encore, ça c'est la naturo, c'est pas que le pharmacien qui parle, mais aussi c'est la naturo. On ne doit pas faire un régime pauvre en FODMAPS sur une trop longue période. Ça doit être très limité dans le temps. Pourquoi? Parce que ces agents fermenticibles sont très importants pour la qualité de vie intestinale. Et si on se prive de fibres, on augmente le risque de cancer colorectal. Donc voilà. Donc pauvre en FODMAPS, oui, sur une courte période. Pas de Bactivite confort parce qu'effectivement c'est un symbiotique. Il y a donc des prébiotiques, ici notamment les FOS. Donc vous avez la possibilité d'avoir le Bactivite équilibre ATB qui n'est qu'un probiotique, que les bonnes souches. Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas les prébiotiques. Donc vous avez cette alternative-là. Bon. Voilà. Bon. Y a-t-il un risque carcinogène? Donc pour la L-glutamine, j'ai répondu. Donc voilà, il n'y a pas de risque carcinogène de la glutamine. C'est uniquement quand on est en présence d'un sujet qui présente de façon validée un cancer de l'intestin. Ça, il y a toutes les publications et on en parle depuis une quinzaine d'années. Voilà. Alors, d'après le docteur William Beredi, il y a un lien, cela aggrave l'inflammation. Ben, c'est pas ce qu'il y a dans les publications. Donc, je pourrais vous montrer toutes ces publications. Donc, non, pas du tout. Au contraire, justement, on va bloquer pour limiter l'inflammation, puisqu'on bouche le trou. Et le trou, s'il existe, il y a des choses qui passent. Hein, le petit schéma était très clair, et il y a l'inflammation. Oui, c'est ça, oui. Mais je réponds par rapport à l'inflammation, en fait. Il peut pas, l'inflammation fait le lit du cancer, on est bien d'accord, mais la glutamine, voilà, ne peut pas induire des cancers parce qu'elle va justement boucher les trous, entre guillemets, pour éviter justement qu'on ait cette réaction inflammatoire du système immunitaire lorsqu'il va détecter une substance. Et ça, c'est bien noté. Et on sait que si on se prive de glutamine, eh bien aussi, on a des problématiques sur la qualité de vie intestinale. Mais s'il y a un cancer de l'intestin, ça, je suis d'accord, pas de glutamine. Voilà. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, dans l'onglet Q&A, si je peux peut-être alors te les partager. François qui demandait le Perméa Protect, pourquoi pas plutôt à jeun, comme certains autres labos le proposent? Oui. Alors, pourquoi pas à jeun? Parce que souvent, dans les sujets, à jeun, nous, on a un titrage en polyphénol, en extrait de pépins de raisin, en polyphénol, qui est très important. Et donc, si on est complètement à jeun, eh bien, on a un risque de nausée, donc non. Et moi, je préfère aussi le donner en cours de journée avec un bol alimentaire ou le soir, comme le Bactivite, parce qu'il reste en contact avec la muqueuse toute la nuit. Et normalement, on est au repos, on a déjà mangé. Donc, à jeun, attention, par rapport à la bonne observance du produit, parce qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup de sujets ne prennent pas le petit déjeuner idéal, et donc du coup, c'est pas forcément top. L'idée, c'est d'avoir
quelque chose qui reste en contact. C'est pour ça qu'on disait, alors le matin, nous on le disait aussi avant, mais en fait on s'est rendu compte que dans la clinique, c'était bien mieux aussi. OK, très clair. Voilà. Mmh. Est-ce que la Saccharomyces boulardii est contre-indiquée dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, type Crohn, rectocolite? Non, Non. OK. non, 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 du tout. Et elle n'induit pas de candidose parce que souvent on nous pose la question en disant ah là là, vous donnez une levure, attention au risque de candidose. Une candidose, je vous rappelle, est due à une levure aussi, mais qui s'appelle candida. C'est autre chose, candida albicans, tropicalis, voilà. Et là, la Saccharomyces n'induit pas de problématiques particulières, donc pas d'inflammation, non. OK. Est-ce que pour le B-Active ATB, vous faites une différence entre dysbiose de fermentation et de putréfaction? Alors ça dépend effectivement de la localisation au niveau de l'intestin. Si on est au niveau donc du côlon, au niveau du gros intestin, au niveau de la partie ascendante ou transverse, puisque là on a des putréfactions qui sont différentes, mais en fait non, on donne pour la même chose, tout à fait. OK, Bactivite équilibre ATB. très bien. Et est-ce qu'on peut prendre un mois B-Activite équilibre, ATB, pardon, puis le mois suivant B-Activite confort? Alors tout va dépendre. En fait, on va s'adresser à des sujets différents. Dans ce sens-là, Bactivite équilibre ATB puis confort, pour moi, c'est pas pertinent dans le sens où on s'adresse à deux types de sujets différents. En revanche, si vous avez quelqu'un qui a un syndrome de l'intestin irritable, on va plutôt faire l'inverse. On pourra donner d'abord le spécifique avec Bactivite confort pour déjà remettre tout en route avec les fibres. Et dans un deuxième temps, effectivement, pour entretenir les résultats où on n'aura plus forcément besoin de fibres, on pourra donner de façon plus espacée le Bactivite équilibre ATB. Mais l'inverse, pour moi, n'est pas intéressant parce que ça ne s'adresse pas au même type de sujet et dans la prise en charge, c'est pas logique. Mais par contre, oui, confort plus ATB après, oui, tout à fait. OK. C'est envisageable. Très clair. Merci beaucoup. Il me semble que nous avons fait, le tour des questions. Donc, nous sommes aussi, dans le timing. Nous allons pouvoir tous retourner travailler cet après-midi ou manger pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Donc merci vraiment Nathalie pour, ta présence, pour ta présentation et toutes ces réponses, très complètes. C'est vraiment un plaisir de pouvoir proposer des webinaires ensemble. Plaisir partagé, Flavie. Merci en tout cas à tout le monde. Oui.